Merci de nous rejoindre sur Gabon 24 pour revenir sur un événement ayant ponctué l'actualité de ces derniers jours. Libreville a accueilli du 4 au 7 février la réunion du réseau régional intégré de surveillance et de laboratoire de l'Afrique centrale, des assises auxquelles ont pris part experts et spécialistes de la sous-région et qui avaient pour objectif de planifier et de mettre en œuvre les activités de monitoring et de surveillance pour lutter contre les épidémies. Pour en parler, je reçois le docteur Benjamin Djoudalbaye, directeur politique et diplomatie Africa CDC, et le docteur Jean Akiana, président du bureau du réseau intégré de surveillance et des laboratoires en Afrique centrale. Messieurs, bienvenue sur Gabon 24. Merci. Merci. D'entrée de jeu, vous faites partie d'un réseau, le réseau régional intégré de surveillance et de laboratoires de l'Afrique centrale. Peut-être revenir, quelles sont les missions de ce réseau? Bien, merci beaucoup Mireille de nous accueillir dans ce studio. Le plaisir est le nôtre. Complément d'infos. Le Gabon 24 est donc le réseau de surveillance intégré de surveillance et des laboratoires est un réseau qui est mis en place pour mutualiser nos efforts, pour sortir l'activité du biologiste et des laboratoires donc, de l'anonymat, parce que c'est en se mettant ensemble qu'on est plus fort. Donc on s'est structuré en réseau pour être plus fort et constituer une force qui permet de diagnostiquer rapidement les maladies. Vous savez que le rôle du laboratoire, non seulement il permet de faire le diagnostic des maladies, il permet de suivre la prise des traitements, mais il permet également de donner du conseil pour la prévention contre les maladies. Quand on ne connaît pas de quel microbe on souffre, on ne peut pas très bien prévenir ces maladies. Donc le fait qu'on se soit mis en réseau, c'est pour être plus fort, d'autant plus que l'initiative vient d'un organe technique de l'Union africaine, Africa CDC, qui a été mise en place pour, comme son nom l'indique, pour contrôler et prévenir les maladies dans la région d'Afrique. Alors, docteur Djoudalbaye, le réseau, ou du moins l'un des objectifs de ce réseau est de prévenir les maladies dites épidémiologiques et classées prioritaires. Avant de parler donc des stratégies mises en place, peut-être revenir, quelles sont ces maladies dites épidémiologiques et classées prioritaires? Bon, on va parler plutôt des maladies à tendance endémo-épidémique, donc notamment les maladies telles que la maladie à virus Ebola, vous avez la rougeole, vous avez les méningites bactériennes, les méningites virales, et vous avez toutes les maladies qui peuvent constituer très rapidement les flambées, le choléra, etc. Donc voilà un peu les maladies qui constituent votre objet d'étude. Notre objet d'étude, voilà. D'accord. Peut-être revenir également sur le travail que vous faites en collaboration avec les laboratoires nationaux, celui d'anticiper et de prévenir les risques d'épidémie. Quels sont les types d'alertes que vous avez, vous, au niveau du réseau, et que vous donnez au pays pour prévenir une épidémie? Alors, le travail, il est organisé de la manière suivante. Nous avons un centre des opérations d'urgence qui est basé à Addis Abeba en Éthiopie et qui nous permet le matin de scanner tout le continent à la recherche des alertes. Donc, ce qu'on appelle des signaux en termes de santé publique. Donc, on recherche les signaux et quand nous voyons qu'il y a un événement quelconque qui se produit dans un pays, nous essayons de confirmer ces signaux-là avec les services en charge de la surveillance épidémiologique des pays respectifs et ça permet de prendre rapidement des mesures pour la riposte. Donc voilà un peu le travail que nous faisons et le laboratoire, comme vous le savez, c'est la colonne vertébrale de la surveillance épidémiologique. Donc tous ces signaux doivent être confirmés au laboratoire et c'est le labo qui nous permet de dire que voilà, il s'agit par exemple de la fièvre jaune, il s'agit de la méningite, il s'agit du choléra, il s'agit de ceci et cela. Donc là, voilà, nous utilisons également ce que nous appelons la surveillance basée sur les éléments. Et ça, c'est l'approche Une Santé qui nous permet de surveiller l'environnement, la faune, la flore, de surveiller également ce qui se passe dans les services de santé pour prendre des mesures rapidement.
Et également, nous utilisons les systèmes de surveillance classiques qui sont basés sur les indicateurs. Donc, vous savez que chaque pays a une liste de maladies prioritaires à suivre. Donc là, ce sont les hôpitaux qui suivent jusqu'au niveau de la pyramide sanitaire. C'est-à-dire que ça va de la base, que sont les centres de santé, jusqu'au niveau des hôpitaux, au niveau tertiaire. Et si, par exemple, un patient se présente avec des signes qui évoquent telle ou telle maladie, ça permet également de prendre des mesures pour répondre. Alors, docteur, l'occasion de parler de la fièvre hémorragique du virus Ebola qui a sévi récemment en République démocratique du Congo, pas loin de nous, qui a fait, selon les chiffres officiels, plus de 300 morts. Peut-être nous expliquer comment, à votre niveau, vous avez pu organiser déjà la prévention, mais également la riposte face à cette épidémie. Alors, en tant qu'Union africaine, nous avons toujours été aux côtés de la République démocratique du Congo, non seulement dans l'épidémie qui sévit actuellement, mais également dans l'épidémie qui avait eu lieu dans la région de l'Équateur. Donc, nous avons ce que nous appelons le corps des volontaires africains de la santé. Et ça, les chefs d'État et de gouvernement africains avaient décidé en juin 2015 que l'Union africaine mette sur pied ce corps-là. Donc nous avons dans presque chaque pays des membres de ce corps. Donc ce sont des experts qui sont formés et qui sont déployables en 24-48 heures. Donc heureusement que nous avons un pool d'experts au niveau de la RD Congo et ça nous a permis de les mobiliser et mettre à la disposition du pays pour pouvoir appuyer la riposte. Donc ce sont des épidémiologistes, des techniciens de laboratoire, des communicologues, vous avez des experts en psychologie, en sociologie, etc. Parce que vous savez, la maladie a plusieurs dimensions. Oui. Tel quand vous prenez une maladie comme la maladie à virus Ebola, il y a également des déterminants socioculturels qu'il faudrait analyser pour pouvoir comprendre et riposter. Comme vous évoquiez, la relation entre l'environnement et la santé. Exactement. Et souvent, les gens... La consommation de viande de brousse. Oui, mais la consommation de viande de brousse en tant que telle ne pose pas problème. D'accord. Vous voyez, c'est quand on manipule, c'est en manipulant, par exemple, des carcasses de viande trouvées en forêt qui posent problème. Souvent, on ne connaît pas la cause. Oui. On ne connaît pas la cause et c'est quand les chasseurs vont et qu'ils trouvent, normalement, ils devaient travailler justement en coordination, en collaboration avec les services vétérinaires, les services des eaux et forêts, etc. et tout ça, pour pouvoir alerter les autorités sanitaires, que ce soit les autorités vétérinaires, que ceux de la santé humaine, pour pouvoir faire des prélèvements pour savoir exactement quelle est la cause qui a entraîné le décès, par exemple, de cet animal-là en forêt. Donc, ça permet également de faire une prévention. Voilà un exemple pratique, par exemple, des signaux que nous recherchons. Donc, une fois que, par exemple, les gens manipulent ces viandes-là et qu'ils ne prennent pas des mesures de protection et de lutte contre les infections, c'est là qu'ils reviennent, ils se contaminent et ils contaminent les familles, ils s'en vont. Donc, vous voyez, la consommation de la viande, c'est pas ça d'abord, c'est d'abord la manipulation. C'est pas réellement le problème. Exactement. Oui. Donc, la viande, on la consomme déjà cuite. Quand ça passe au feu à 100 degrés, vous savez très bien que ça tue la quasi-totalité des germes. Donc, il faudrait que les messages soient des messages cohérents. Oui. Voilà, il faudrait qu'on apporte des messages cohérents aux populations. Parce que quand on dit aux gens, ne mangez pas de la viande de brousse, etc. et tout ça, vous savez que nous n'allons pas avoir l'adhésion. Quand nous prenons par exemple un pays comme le Gabon, un pays forestier, où les protéines animales se trouvent en forêt, c'est difficile de dire aux gens de ne pas manger de la viande de brousse. Donc il faudrait amener les populations à comprendre et à adhérer. Et ce n'est qu'ensemble que nous pourrons lutter de manière efficace contre les différentes maladies. Alors, Madame, c'est aussi l'occasion de magnifier la réactivité de l'Union africaine, qui, il y a 15 ans encore, était un organe considéré comme quelque chose de complètement politique. Une sorte de nébuleuse. Non, c'était bien, comme ils étaient dans le respect de ce que les pères fondateurs ont fait pour emmener l'Afrique à vivre la main dans la main. Mais c'était très orienté politique. Oui. Mais cette fois, et depuis d'ailleurs qu'Africa CDC est mise en place, ils ont marqué les points en montrant que désormais on a un organe technique
un organe qui peut agir en temps réel. Et je vous apprends que c'est l'organe Africa CDC, l'Union africaine à travers Africa CDC a été le premier organisme à travers le monde qui ait pu réagir, qui a apporté une enveloppe financière pour permettre aux équipes qui étaient sur le terrain de démarrer déjà les opérations, donc démarrer une les solution enquêtes. par l'Afrique pour l'Afrique. Exactement. L'Afrique qui soutient l'Afrique, l'Afrique qui aide l'Afrique. Et chemin faisant, ils ont donné des consignes après les premiers constats réalisés par les épidémiologistes de terrain pour que les pays autour, et c'est cela d'ailleurs, qui ait pu permettre que les pays comme le Congo, les pays comme l'Angola, n'aient pas été atteints par cette maladie-là, ont recommandé aux pays vivement de mettre en place les plans de riposte. Et c'est comme ça que dans un pays comme le mien, le Congo-Brazzaville, la riposte a été mise en place, le plan stratégique a été mis en place. Oui, parce que vous emboîtez d'ailleurs le pas à la question que j'allais vous adresser, docteur Akiana. Finalement, une épidémie qui a été très circonscrite, cette épidémie d'Ebola, pour cette fois. Donc, au niveau national, les ripostes ont bien fonctionné. Les ripostes ont bien fonctionné. L'Union africaine, à travers l'Africa CDC, a joué son rôle. Les équipes de terrain, il faut avouer que nous avons ce problème d'Ebola depuis des décennies. Oui, en travaillant, à force de travailler, on commence à accumuler l'expérience. Ouais. Vous connaissez notre compatriote de la RDC, le professeur Mouyembe, a été primé. Bien sûr. Sur la base de ses capacités, de son savoir-faire, de sorte que quand il y a eu la même situation au niveau de la Guinée et des autres pays de la Sierra Leone, Libéria, Nigeria. Il a conduit une délégation de son institution, l'INRB, pour aller porter main forte là-bas. Donc, vous voyez comment, à force de travailler, l'Afrique peut arriver à trouver des solutions aux problèmes de ces maladies et aux problèmes qui l'assaillent par l'Afrique, pour l'Afrique. Le continent acquiert donc en expérience, mais également en expertise. Exactement. Donc, l'expertise est mise en place. Il nous reste simplement à structurer la façon de mobiliser les ressources, de les organiser au mieux, de les utiliser avec efficacité. Et c'est dans ce sens-là d'ailleurs que nous, le RISNET, donc le réseau de surveillance, nous mettons en place pour aller dans ce sens-là, aller dans cet esprit qui est prôné par l'Union africaine à travers son organe technique Africa CDC. Voilà. Alors, docteur, on va un peu parler des laboratoires au niveau national. Au Gabon, on parle du Centre interdisciplinaire de recherche médicale de Franceville, le CIRMF. Dans les autres pays, il y en a. Est-ce que ces laboratoires, finalement, parce que vous êtes là également pour vulgariser ce qui se fait dans ces laboratoires, ce qui se fait au niveau de la recherche scientifique pour ces questions d'épidémie, est-ce que pour cette question d'Ebola, par exemple, ces laboratoires ont participé à enrayer l'épidémie, ont participé à apporter une réponse concrète? N'oubliez pas, madame, que le CIRMF, le Centre international de recherche médicale de Franceville, a fait du Gabon le pays qui abrite le centre collaborateur régional, parce que l'Union africaine, Africa CDC, s'est structurée en cinq centres collaborateurs. Oui. Et le Gabon abrite aujourd'hui le centre collaborateur d'Afrique centrale parce qu'à la base, il dispose de ce laboratoire qui a des capacités énormes, des laboratoires où on peut manipuler les microbes les plus infectieux possibles, avec des laboratoires où on peut travailler en atmosphère négative, la sécurité est assurée. Et donc, en même temps, c'est au CIRMF où on confirme les cas Ebola de la sous-région. Donc, quand les cas sont identifiés là-bas, les échantillons peuvent faire l'objet des tests de screening, des tests de base. Et lorsqu'il faut aller dans le génome du microbe pour savoir quelle est la souche qui fait mal, qui est impliquée dans cette épidémie-là, on envoie l'échantillon au CIRMF qui fait le séquençage. Donc, il va dans le gène du microbe pour dire il s'agit de la souche Zaïre, par exemple, c'est celle-là qui fait le plus mal dans notre sous-région. Sous-région Afrique centrale. Justement. Donc, on s'est appuyé sur les capacités de ce laboratoire pour attribuer au Gabon le rôle d'abriter le centre collaborateur régional donc d'Afrique centrale. Et nous nous structurons, le réseau effectivement se structure autour de ce laboratoire-là qui va être donc l'épine dorsale pour appuyer, tirer les autres laboratoires qui doivent s'améliorer en qualité, s'améliorer en infrastructure
en capacité autant technique qu'en ressources humaines. Et donc c'est aussi le rôle du réseau de proposer des formations de renforcement de capacité à ces techniciens qui sont dans ces différents laboratoires de la sous-région. Exactement. Et d'emmener nos laboratoires à travailler selon les normes. Oui. Les normes reconnues internationalement et qui peuvent faire que demain, ces laboratoires-là aient la reconnaissance des organismes habilités. Et à ce moment-là, on va dire que ces laboratoires-là sont accrédités, sont certifiés. Oui. Et quand on a des laboratoires comme ça, les diagnostics qui sortent de là, que ce soit dans le cadre du diagnostic classique, pour ensuite mettre les gens sous traitement ou le suivi des maladies, ça rassure et le médecin et le pays et les patients eux-mêmes. Alors l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, avait proposé un vaccin contre Ebola. Est-ce qu'au niveau du CIRMF ou des autres laboratoires ou même du réseau que vous représentez ici, à votre niveau, vous avez également contribué à la réalisation de ce vaccin-là ou la mise en circulation de ce vaccin? Non, pas directement. Nous n'avons pas directement participé à la mise en place de ce vaccin, mais nos équipes qui sont sur le terrain actuellement en RDC travaillent main dans la main avec l'OMS et la République démocratique du Congo dans le cadre de ces vaccinations. Et pour cette information, pour votre information, oui, nous allons organiser du 21 au 22 février une réunion sur les vaccins et le traitement Ebola à l'intention de tous les États membres. Les 55 États membres de l'Union africaine viendront à Addis Abeba, où tous les fabricants de ces vaccins-là seront là présents, l'OMS et tous les partenaires qui interviennent d'une manière ou d'une autre pour venir nous dire voilà un peu les avancées en termes de vaccins, les avancées en termes de traitements existants et autres et tout ça. Et en cas de problème, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pouvoir accéder à ce traitement-là, même s'ils sont en cours d'essai et autres. Donc, voilà un peu également notre rôle d'apporter l'information juste à la disposition, de mettre cette information à la disposition de nos États membres. Alors, docteur, madame, il faut ajouter que le rôle des équipes africaines a été un rôle majeur parce qu'un médicament, un vaccin, il ne suffit pas de le fabriquer. Après, il faut l'évaluer. Quand on l'évalue, vous formez les cadres qui acquièrent la capacité et qui peuvent ensuite, c'est une capacité très recherchée en santé publique de participer à l'évaluation des vaccins et des médicaments. Et justement, les équipes africaines ont participé sur le terrain en RDC et dans les autres pays, dans les équipes qui ont évalué ces vaccins-là. Et avant de poursuivre, docteur, je vous propose de revenir sur ces assises de Libreville, une réunion de 3 jours à laquelle vous avez pris part, ainsi que d'autres experts. C'était couvert par notre équipe de reportage. Anticiper, surveiller, réagir, rester en alerte face à la recrudescence des maladies dites épidémiologiques et classées prioritaires. C'est l'ambition visée par la rencontre du réseau régional intégré de la surveillance et de laboratoires de l'Afrique centrale. Ça repose beaucoup sur les laboratoires. On parle ici de la surveillance des maladies et la capacité à réagir rapidement lorsqu'on détecte une épidémie qui peut s'avérer être grave. Par exemple, on peut parler d'épidémie d'Ebola qu'on a connue beaucoup ici dans la sous-région. Pour y parvenir, il faut s'appuyer, selon les experts, sur les structures existantes en les adaptant aux exigences de l'heure. Le Centre africain pour le contrôle et la prévention des maladies a pour objectif de sauvegarder la santé des Africains. L'Institut Pasteur de Bangui, qui est un laboratoire de référence, abritant plusieurs laboratoires qui travaillent en collaboration avec le système de surveillance épidémiologique en matière de lutte contre les maladies émergentes, telles que l'Ebola, la poliomyélite et d'autres maladies évitables par la vaccination sous surveillance en République centrafricaine. Le rôle des pays est de planifier et de mettre en œuvre les activités de monitoring et de surveillance. Ils analysent également et appliquent les résultats de ces activités à la prise de décision. L'OMS aide ces derniers à élaborer des politiques et des stratégies pour la surveillance. Et si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur complément d'information et c'est sur Gabon 24. On parle de santé aujourd'hui avec la réunion du réseau régional intégré de surveillance et de laboratoire d'Afrique centrale. Docteur, quels ont été les objectifs visés par ces assises de Libreville ?
Voilà, les assises de Libreville viennent après la réunion de novembre 2018 à Brazzaville, qui a, dans l'élan de nous mettre en structure organisée, a mis en place donc ce réseau. Ça a été mis en place à Brazzaville. Et les pays ont été désignés pour s'occuper, pour avoir des responsabilités. Et la réunion de Libreville a été l'occasion d'installer ce bureau, puisque par la suite, les États ont été sollicités pour désigner des cadres pour occuper les postes qui étaient alloués à chacun de ces pays. D'accord. C'est ainsi que la présidence a été confiée à la République du Congo et Madame Jacqueline Lydia Mikolo, ministre de la Santé et de la Population du Congo, m'a fait confiance en me désignant pour que j'occupe ce poste-là. La vice-présidence a été confiée au Cameroun. Au Cameroun, le secrétariat au Gabon. Le secrétariat au Gabon. Voilà, le secrétariat adjoint, je pense, au Burundi. Au Burundi, voilà. Et en tout cas, c'était la mise en place du bureau. Et la mise en place de l'installation de ce bureau. Puis, avoir un agenda de travail, élaborer un plan d'action annuel. Peut-être revenir sur les principaux plans, sur les principaux points de cet agenda 2019. Ouais. Voilà. Quelles seront les priorités en termes de prévention et de riposte des épidémies en Afrique centrale? Voilà. Donc, l'un des premiers objectifs, c'est améliorer la qualité de nos laboratoires, renforcer les capacités de ces laboratoires pour qu'ils travaillent selon les normes de qualité. Un autre objectif, c'est d'aider. On ne peut pas avoir un réseau au niveau régional sans qu'il y ait des laboratoires organisés déjà au niveau national. D'ailleurs, j'allais vous poser la question, comment vous comptez faire converger finalement ces politiques nationales pour atteindre la vision sous-régionale? Justement, en commençant par renforcer les capacités, l'organisation interne à chaque pays, pour que les laboratoires, selon la pyramide sanitaire de chaque pays, soient structurés, organisés aussi en réseau national des laboratoires et améliorer ainsi leur capacité en interne. Et comme ça, ils peuvent apporter efficacement leur contribution dans le réseau sous-régional. Docteur Djoudalbaye, peut-être pour compléter, mais en même temps pour répondre à une question en termes de politique et de diplomatie, qu'est-ce que vous envisagez faire pour l'année 2019? Est-ce que vous comptez aller également vous imprégner de ce qui se fait dans les autres sous-régions du continent ou apporter votre expertise à d'autres sous-régions qui sont dans le besoin? Alors, en termes de politique, concrètement, ce que nous comptons faire, justement, si vous voyez un peu ce qui se passe en Afrique centrale, c'est que la plupart des pays, à part le Congo que je connais, ne disposent pas de politique nationale de laboratoire. D'accord. Donc, malheureusement. Voilà. Donc, ça c'est un des premiers objectifs, c'est d'amener ces pays-là à définir leur politique nationale de laboratoire et amener ces laboratoires-là de manière progressive vers l'accréditation. Parce que quand vous regardez sur le continent africain aujourd'hui, en Afrique centrale, nous ne disposons pas de laboratoires qui sont accrédités aujourd'hui. Donc, nous voulons amener ces pays graduellement vers le truc. Et nous avons le RISNet, ce réseau intégré de surveillance et de laboratoires. Il y en a 5 sur le continent. D'accord. D'accord. Un réseau pour chaque sous-région. Et le réseau des réseaux. Est-ce que finalement, nous, en Afrique centrale, nous sommes en phase avec ce qui se fait dans d'autres sous-régions? En fait, l'Afrique centrale, c'est la première fois que nous mettons en œuvre sur le continent. L'exemple de ce qui vient de se produire ici à Libreville, c'est la première fois que nous le faisons sur le continent. Et donc, graduellement, nous allons apprendre les leçons de la mise en œuvre. Nous sommes leaders. On n'a pas droit à l'échec. On n'a pas droit à l'échec. Documenté pour que les autres en tirent les enseignements afin d'également opérationnaliser le réseau au niveau des autres sous-régions en Afrique. Peut-être rapidement pour terminer, quel est l'apport? On sait que vous travaillez en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé. Sur quel point cette organisation vous appuie-t-elle? Cette organisation nous appuie sur l'expertise parce que depuis, c'est cette organisation qui structurait le processus de certification des laboratoires et qui a cumulé une grosse expérience sur le montage des plans de qualité appelés SLIPTA. Et cette organisation continuera, aux côtés de ce qu'Africa CDC fait, à mutualiser les efforts pour accompagner les pays dans la mise en œuvre des procédures de qualité pour
que les laboratoires soient progressivement, comme a dit le docteur, certifiés puis accrédités. Et c'est tout le mal qu'on peut souhaiter à nos laboratoires africains. Merci à vous, docteur, d'avoir accepté notre invitation. Nous rappelons que vous êtes le docteur Benjamin Djoudalbaye, directeur politique et diplomatie Africa CDC, et le docteur Jean Akiana, président du bureau du réseau intégré de surveillance et des laboratoires en Afrique centrale. Merci encore, messieurs, d'être passés sur notre plateau. Merci. Merci. C'est nous qui vous remercions. Et avec vous, nous sommes revenus sur cette réunion du réseau régional intégré de surveillance et de laboratoire qui a eu lieu du 4 au 7 février à Libreville au Gabon, dans la capitale gabonaise. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Je vous dis donc à très vite sur Gabon 24.